beaucoup de ce rapport intitulé Le temps d'agir sur l'avenir des communications au Canada. En fait, c'est un rapport qui, comme ça a été souligné, a été commandé il y a un peu moins de 2 ans afin de revoir les lois sur la radiodiffusion, la radiocommunication et les télécommunications. Donc, 3 des grandes lois qui structurent l'univers des communications électroniques au Canada. Des lois qui, pour l'essentiel, n'avaient pas été véritablement l'objet de révision depuis au moins 3 décennies. Et comme Karim l'a souligné, mais avec la diplomatie qui le caractérise, il se trouve que j'ai participé au rapport qui a précédé celui-ci il y a 30 ans, le rapport Kaplan-Sauvageau qui concernait la politique de radiodiffusion. Et donc, ça veut dire que plus on vit longtemps, plus on peut tremper dans plusieurs rapports. Alors, mais je ne garantis pas que je vais m'occuper du prochain, mais en tout cas. Alors, ce que je vous propose, c'était de passer en revue les principales recommandations du rapport Le temps d'agir, un rapport qui est disponible en ligne et il existe aussi en version papier. Et l'exposé, le PowerPoint que j'utilise, il est disponible sur l'adresse www.pierretrudel.net. Donc, si jamais, enfin, la version PDF du PowerPoint est à votre disposition si jamais vous souhaitez y retourner. Alors, je vais commencer par rappeler le mandat du groupe d'examen. C'est un groupe d'experts qui a été mis en place à la fois par le ministère de l'Industrie et de l'Innovation et le ministère du Patrimoine, puisque la loi sur les télécommunications et une partie de la loi sur les radiocommunications relève du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Innovation, tandis que la loi sur la radiodiffusion relève en très grande partie du ministère du Patrimoine. Alors, donc, ces 2 ministères se sont concertés pour créer ce groupe d'examen avec mandat de formuler des recommandations sur les changements législatifs. Donc, c'est un rapport qui porte sur les changements aux lois qui régissent les télécommunications, la radiodiffusion et la radiocommunication au Canada. Il y avait 4 thèmes dans le mandat qui comportaient environ 31 questions. Le thème sur les obstacles à l'accès au réseau de télécommunications évoluées. Nous y reviendrons dans les prochaines minutes, mais pour véritablement vivre dans un monde connecté, il faut s'assurer que cette connectivité-là est disponible. Or, il se trouve qu'il y a beaucoup de régions, pas nécessairement toujours des régions éloignées, qui ne disposent pas de la connectivité nécessaire pour justement profiter de tous les avantages que confère ce monde connecté dans lequel on vit de plus en plus et dont on parle de plus en plus. Bien sûr, le 2e thème portait sur la création, le soutien à la création et à la production, et de même qu'à la découvrabilité. C'est un mot qui s'invite de plus en plus maintenant dans les réflexions sur les politiques de communication, puisque ce n'est pas tout que le contenu soit disponible, encore doit-il être découvert par ceux qui pourraient y être intéressés. Et donc, et au Canada, comme sans doute vous le savez, depuis presque maintenant un siècle, les politiques de radiodiffusion ont toujours comporté un volet de soutien à la création et à la production. En fait, la plupart des analystes vont convenir que sans un volet de soutien à la production, il y aurait relativement peu de production canadienne viable qui pourrait exister. Il y a un 3e thème qui tournait autour de l'amélioration des droits des consommateurs, et j'ai ajouté citoyens, parce que aussitôt formé, le groupe d'experts a dit « c'est bien beau le consommateur, mais on en a beaucoup parlé du consommateur, mais il y a aussi des citoyens, c'est-à-dire qu'on n'est pas que des consommateurs dans l'univers numérique, mais on est aussi des citoyens. » Et donc le groupe d'entrée de jeu a compris la notion de consommateur dans un sens élargi, pour y inclure cette idée de citoyenneté numérique.
Et enfin, bien sûr, le renouvellement du cadre institutionnel qui régit le secteur des communications, de quelle façon les instruments et bien sûr les organismes chargés d'assurer les processus de régulation dans le domaine des communications, dans quelle mesure ces instruments et ces institutions-là sont-ils adaptés aux impératifs du monde connecté dans lequel nous vivons désormais. Alors, le groupe d'examen était composé de 7 experts à l'origine, 6 juristes et une juriste par contagion. Finalement, parce que Monique Simard était la membre qui n'était pas juriste, mais c'est une personne qui a une expérience considérable dans le domaine là, de l'univers médiatique. Un membre parmi les 7 a dû, pour des raisons personnelles, démissionner au cours de l'été 2019. Tant et si bien qu'il y avait 6 membres. Ils sont tous, donc, à l'exception d'une personne, des juristes. Janet Yale, qui est une ancienne dirigeante de TELUS, Peter Grant, qui est un pionnier du droit canadien des communications, Marina Pavlovic, qui est professeure de droit à l'Université d'Ottawa, Monique Simard, qui est une ancienne dirigeante de la SODEC, Monica Song, une avocate en matière de droit des télécommunications, et il y a moi, Pierre Trudel, qui travaille dans le domaine depuis quelques années. C'est un groupe indépendant, c'est-à-dire que le groupe a fonctionné en toute autonomie par rapport à la structure des ministères. On a été doté d'une structure de soutien avec des experts qui ont été recrutés dans les ministères et les autres instances du gouvernement qui pouvaient être concernés par le sujet. Et le groupe a fonctionné de façon entièrement indépendante pendant toute la période de son travail. Le processus qu'on a suivi, le groupe a été constitué au mois de mai 2018, et dès le mois de septembre 2018, il y a eu un appel aux observations. On a reçu plus de 2000 mémoires, ça va du mémoire très élaboré en plusieurs volumes jusqu'à la lettre manuscrite de la petite fille de 8 ans qui nous raconte à quel point elle trouve important telle ou telle chose. Mais aussi une série de consultations auprès des différents groupes représentant les créateurs, représentant les différents volets de l'industrie, les communautés autochtones, les communautés de langue officielle, les groupes préoccupés par l'accessibilité aux services, notamment les groupes qui représentent des personnes qui ont des limitations qui peuvent nuire à leur accessibilité à certains services. Le résultat de ces consultations-là a été publié en juin 2019 dans un rapport intitulé « Ce que nous avons entendu », un rapport qui synthétise un peu les consensus et les questions qui demeurent controversées et débattues parmi les différents groupes d'intérêt, parmi ceux qui ont eu l'amabilité de nous éclairer à l'égard de ce qu'il fallait faire pour revoir ces lois. Et bien sûr, le travail de rédaction du rapport s'est étendu du mois de juillet au mois de décembre 2019, et le rapport a été rendu public à la fin de janvier 2020. Il comporte 97 recommandations, et la plupart des recommandations visent à s'appliquer dans des lois. Il y a un certain nombre de recommandations sur lesquelles on aura l'occasion de s'attarder, qui portent sur des actions immédiates qui pourraient être posées, puisque ce qu'on a aussi constaté, c'est que les 2 dernières décennies ont fait en sorte qu'on a accumulé un retard assez considérable dans le domaine de l'encadrement des phénomènes relatifs au monde connecté. Certain jovialisme à l'égard du monde connecté, un certain nombre de croyances que tout ça allait se faire tout seul, une sorte de rejet de la légitimité même de l'intervention étatique a fait en sorte que pendant 20 ans, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait. Dans certains cas, on n'a carrément rien fait, à tel point que ça a provoqué souvent des situations extrêmement préoccupantes. Ça a fragilisé des volets entiers de l'industrie.
La vision du rapport est une vision qui est engagée envers l'affirmation de la souveraineté culturelle, donc la souveraineté canadienne. Ça s'inscrit dans cette tradition dès les années 1930, dans le rapport Aird, qui lui comportait une vingtaine de pages, contrairement au rapport que nous avons aujourd'hui. Et de façon assez constante, finalement, à chaque 15, 20 ou 30 ans dans l'histoire canadienne, il y a toujours eu cette affirmation de la nécessité d'assurer dans les univers de communication la souveraineté canadienne. Graham Spry avait lancé ce slogan dans les années 40, où il disait, pour répondre à ceux qui s'inquiétaient du rôle de l'État, il disait « It's States or United States ». Donc, autrement dit, c'est l'État canadien et les composantes provinciales qui peuvent aussi intervenir, ou sinon, l'espace de communication au Canada sera rien d'autre qu'un appendice des États-Unis. Et donc, cette idée de construire un espace culturel, un espace de communication canadien qui soit différent des États-Unis est un fil conducteur dans les politiques canadiennes et se reflète encore aujourd'hui dans les lois sur les télécommunications et sur la radiodiffusion. Donc, la vision s'inscrit dans cette continuité. Elle s'inscrit également dans un souci de fonder ces lois dans les idéaux démocratiques, donc faire en sorte que tous puissent être inclus dans ce monde qui nous promet ces avancées technologiques qui profitent à l'économie, qui assurent une prospérité. Et donc, d'entrée de jeu, le groupe d'experts a affirmé l'idée selon laquelle tous les Canadiens et les Canadiennes ont le droit de vivre dans le monde connecté, d'interagir et d'y partager leurs idées, leurs points de vue et leurs créations dans un monde là, connecté. Et chacun a droit d'y accéder. Chacun doit pouvoir être en contact avec les cultures de partout. Et de fait, lorsqu'on regarde les données, on se rend compte que le système audiovisuel canadien est un des plus ouverts sur le monde. C'est-à-dire que les contenus ils proviennent de très grand nombre d'endroits. Et donc, il y a presque eu constamment ce souci d'assurer le plus d'ouverture possible à l'égard des contenus de toute provenance. Mais par contre, de faire en sorte que ces contenus de toute provenance soient aussi proposés avec des contenus qui proviennent de la création ou des créateurs canadiens. On parle également d'environnement connecté digne de confiance, puisque dans le mandat, le gouvernement avait demandé au groupe de regarder de très près les enjeux relatifs à la confiance dans le monde connecté. Trois fils conducteurs dans le rapport pour répondre à cette vision. L'idée selon laquelle toutes les entreprises, qu'elles soient étrangères ou canadiennes, qui exploitent des plateformes, contribuent à l'accomplissement des objectifs de connectivité, de même qu'aux objectifs des politiques culturelles. Donc l'idée, c'est que toutes les entreprises qui bénéficient ou qui sont présentes et actives sur le territoire canadien, peu importe qu'elles soient de propriété canadienne ou qu'elles soient installées, qu'elles aient une place d'affaires principale au Canada, elles doivent être appelées à contribuer à l'accomplissement des objectifs énoncés dans les lois. Le deuxième fil conducteur est un petit peu le corollaire de tout ça, puisqu'on dit toute entité qui tire des avantages du marché canadien doit y contribuer. Donc, cette idée selon laquelle, lorsqu'on est actif dans le marché canadien, soit des télécommunications ou du marché de ce qu'on appelle la radiodiffusion, de la radio, de la télévision, on doit nécessairement y contribuer. Et bien sûr, l'autre fil conducteur, c'est la nécessité impérieuse d'accélérer le déploiement des réseaux évolués, puisque c'est une condition préalable essentielle, en fait, à l'innovation, à la capacité pour chacun de participer à ce monde connecté.
Pour arriver à ça, ben, le groupe s'est demandé comment faire en sorte d'avoir des lois qui reflètent ces impératifs de l'environnement numérique. Comment faire en sorte que les lois soient calibrées, soient structurées de manière à refléter ces impératifs qui sont différents en partie de ce qui prévalait dans le monde moins connecté ou le monde qui n'était pas caractérisé par cet espace en réseau ouvert a priori à toute personne disposant d'un équipement capable de le connecter. Donc, la première condition que les lois devraient assurer, c'est précisément assurer et garantir un accès à des réseaux fiables, abordables, dans un environnement sûr et sécuritaire. Donc, il y a des recommandations qui sont faites pour reformuler notamment la loi sur les télécommunications de manière justement à assurer une meilleure performance du côté du développement des réseaux et des réseaux sûrs et sécuritaires. On parle également d'investir dans des réseaux de télécommunications de façon à ce que les entreprises aient la capacité effective d'adapter leur modèle d'affaires pour innover et profiter des occasions que cette connectivité nouvelle procure. Et dans un monde où il n'y a pas de frontières, il faut raisonner avec des lois qui ne vont pas fermer les frontières, mais qui vont plutôt assurer que nos histoires, notre culture ait une place à l'intérieur de ces frontières et à l'extérieur aussi. Donc c'est une approche, c'est un paradigme un peu différent. C'est-à-dire il s'agit de réfléchir selon un modèle qui n'est pas fermé. C'est un modèle qui est essentiellement ouvert, mais par contre, il est ouvert avec une contrepartie, c'est que si on veut y participer, il faut participer au développement des infrastructures de connectivité et au développement des contenus qui reflètent les sensibilités culturelles canadiennes. Pour refléter cet environnement numérique, les lois doivent également répondre aux risques que les activités de plateformes en ligne induisent pour la démocratie et pour la participation civique. Dans le mandat confié au groupe, il y avait ces interrogations autour des possibles manipulations, des possibles fausses nouvelles dont on entend parler assez souvent. Et donc, le groupe a identifié un certain nombre de pistes et de dispositions qui devraient figurer dans les lois pour justement répondre à ces impératifs-là. Bien sûr, il y a également le fait qu'on vit dans un monde qui carbure aux données, et ça, c'est un phénomène nouveau, à tel point que la ressource qui jadis était une ressource qu'on identifiait à des fréquences radioélectriques, la ressource cruciale dans ce monde connecté, c'est les données personnelles, mais les données que tous et chacun produisons dans cette vie connectée. Et donc, le groupe a identifié des mesures pour protéger à la fois, bien sûr, la vie privée individuelle, mais également assurer un encadrement adéquat des mécanismes et des processus par lesquels on tire la valeur des données qui sont produites par la collectivité. Je vous propose de passer en revue les principales recommandations du rapport qui ont été... je ne passerai pas en revue chacune des 97 recommandations. Il y en a bien sûr qui sont très spécifiques, très détaillées. Je vais plutôt essayer de m'en tenir aux grandes approches. Alors là, une des principales recommandations, bien sûr, comme nous aurons l'occasion de le voir, c'est l'application de la loi à tous les intervenants du secteur des communications médiatiques, qu'ils soient étrangers ou canadiens. Il y a tout un ensemble de recommandations qui mettent les utilisateurs au cœur du cadre législatif, notamment
renforçant le droit de chacun à un accès à un Internet abordable, un Internet libre et ouvert, qu'on propose de consacrer dans la loi. Il y a des recommandations aussi pour favoriser l'accélération du déploiement des réseaux. Enfin, si on voulait caricaturer, le déploiement des réseaux, c'est souvent une sorte de promesse électorale récurrente, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une élection, qu'un gouvernement a besoin d'avoir quelques appuis, il promet de mettre de l'argent dans la connectivité. Ce qu'on a dans le rapport, c'est une approche beaucoup moins impressionniste, beaucoup plus structurée pour assurer le déploiement des réseaux au-delà des engagements électoraux ou des soubresauts politiciens. Il y a également des recommandations pour repenser le rôle de l'autorité de réglementation. L'option de ce rapport-là, c'est qu'il faut de la meilleure réglementation étatique. Le rapport est particulièrement critique à l'égard des croyances qui ont prévalu au cours des 2 dernières décennies, selon lesquelles le soi-disant marché libre pouvait tout faire. Au contraire, ce que le rapport explique et démontre, il me semble, c'est que cette approche a été particulièrement néfaste pour assurer le développement d'un monde connecté et surtout la disponibilité de services à des coûts abordables pour tous les Canadiens. Et il y a un certain nombre de recommandations pour le cas où le gouvernement voudrait passer à une action immédiate. La loi applicable à tous les intervenants, c'est le premier groupe de recommandations. C'est essentiellement les recommandations du rapport, c'est de formuler les lois à partir des activités qui sont accomplies par les entreprises de contenu médiatique et bien sûr traiter toutes les entreprises de contenu médiatique de même nature de façon égale ou équitable ou équivalente. Évidemment, toutes ces entreprises ont à la fois des droits, bien sûr, d'accéder au marché canadien, mais ils ont aussi des devoirs d'appuyer les impératifs des politiques culturelles canadiennes, notamment d'investir dans la production canadienne. Dans cette perspective-là, le rapport recommande aussi de renforcer les garanties de la liberté d'expression et de la liberté d'accès au contenu par chacun et en tout temps. Donc, renforcer la neutralité d'Internet, c'était une des questions à laquelle il nous était demandé de répondre. Et le rapport propose d'enchasser dans la loi des garanties beaucoup plus solides qu'actuellement pour la neutralité d'Internet. L'application de la loi à toutes les entreprises qui interviennent dans l'univers des communications au Canada, ça veut dire, bien sûr, assujettir à la loi sur la radiodiffusion, dont on propose de changer de nom, ce qui est un détail, mais la loi sur la radiodiffusion deviendrait la loi sur les communications médiatiques, si jamais cette recommandation était adoptée, et le CRTC, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, prendrait le nom de Commission canadienne des communications. C'est une des recommandations, mais on est vraiment dans la toponymie, là, et non pas dans les questions de fond. Mais ce qui est une question de fond, par contre, c'est la recommandation d'assujettir aux lois aux lois canadiennes et à la compétence du régulateur canadien toutes les entreprises nationales ou étrangères qui fournissent du contenu médiatique aux Canadiens, que ce soit de façon traditionnelle ou en ligne, qu'elles aient ou non un établissement au pays. Et toutes les entreprises qui génèrent des revenus importants au Canada ou qui diffusent des contenus de façon significative par l'intermédiaire d'Internet auraient l'obligation de s'enregistrer. C'est la principale recommandation du rapport. Tandis que les entreprises traditionnelles continueraient d'être soumises à l'obligation de détenir une licence, mais selon un régime beaucoup plus flexible que le régime actuel. Ce que le rapport recommande, c'est que l'organisme de réglementation aille davantage au niveau des grands objectifs et des grandes
orientations cessent de faire du micromanagement pour les entreprises, mais exigent par contre que les entreprises soient capables de démontrer qu'elles apportent une contribution significative et mesurable au contenu canadien, enfin à la production et à la diffusion et à la découvrabilité de contenus culturels d'ici et d'ailleurs aussi. Pour y arriver, le rapport met de l'avant 3 catégories d'entreprises. On parle vraiment des contenus là, ici. Il y aurait des entreprises de curation de contenu, c'est-à-dire des entreprises qui offrent un service de diffusion de contenu médiatique dans lequel elles exercent un certain contrôle éditorial. L'exemple concret, là, si on veut, c'est des entreprises comme Netflix ou Crave qui proposent, ou ToutTV qui proposent un contenu en ligne, mais sur lequel ils exercent un contenu éditorial. Autrement dit, ils décident qu'est-ce qu'ils mettent sur la tablette virtuelle qui pourra être proposée aux usagers. C'est une première catégorie d'entreprises. Ces entreprises-là seraient tenues d'allouer une portion de leur budget à des productions canadiennes. Une deuxième catégorie d'entreprises, c'est celle qui concerne, qui se livre à une activité d'agrégation, c'est-à-dire un service qui agrège et diffuse des offres de contenu d'une pluralité de services de curation. L'équivalent des câblo-distributeurs traditionnels, mais qui deviennent de plus en plus des entreprises virtuelles qui proposent des bouquets de services de programmation. Bien sûr, les entreprises traditionnelles de programmation sont des entreprises de curation dans cette nouvelle terminologie, c'est-à-dire qu'elles exercent une maîtrise éditoriale et construisent une grille de programmation. En son temps, les télés traditionnelles, elles font une grille de programmation, mais de plus en plus, ce modèle de grille de programmation tend à être supplanté par un modèle de consommation à la pièce. Finalement, on choisit sur Netflix ou sur ToutTV les séries ou les émissions qui nous intéressent et les consommateurs sont maîtres de la décision de programmer les contenus qu'ils souhaitent fréquenter. Et donc, c'est pour refléter justement cette tendance que le rapport met de l'avant ces 3 approches. La troisième catégorie, c'est les entreprises qui offrent des services qui permettent aux utilisateurs de partager du contenu médiatique amateur ou professionnel, les YouTube de ce monde, finalement. Donc, des entreprises qui seraient assujetties à des obligations moindres et dans la mesure où il y a ça va d'une entreprise comme YouTube qui est gigantesque à des entreprises qui sont archi-spécialisées. Évidemment, ces définitions-là ne disent pas tout, puisque, essentiellement, il faut les lire dans un contexte où l'organisme de réglementation aurait, comme il possède déjà d'ailleurs, continuerait d'avoir un pouvoir d'exemption des entreprises ou des catégories d'entreprises qui, selon son analyse, ne présente pas d'enjeux significatifs pour assurer l'accomplissement des objectifs des politiques énoncées dans les lois. Le CRTC possède déjà ce pouvoir et il continuerait de l'exercer. Et donc, les obligations, je l'ai mentionné, mais j'ai préparé quand même cette récapitulation. Les obligations seraient essentiellement des obligations de contribution financière qui incomberaient à ces entreprises, donc obligation d'investir dans des productions canadiennes. Encore là, il s'agit de principes qui sont dans la loi, mais la façon dont ça pourrait être appliqué relèverait de l'organisme de régulation. Tandis que les entreprises d'agrégation et de partage seraient appelées à verser des redevances pour, encore une fois, alimenter des fonds de production, puisque la grande partie des productions canadiennes que nous avons sont rendues possibles par des fonds de soutien à la production
de même que des mesures fiscales. Et c'est ce qui fait qu'on a une production canadienne autonome aussi quantitativement et qualitativement importante, dans la mesure où il y a des émissions qui ont un très grand succès. Oui, juste pour être certain, les entreprises d'agrégation, les fournisseurs de services Internet qui ne sont pas des câbles distributeurs, c'est des entreprises d'agrégation. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, là, les fournisseurs de services Internet, c'est des fournisseurs de connectivité. Ils n'ont rien à voir dans le contenu. La connexion Internet qui permet de visionner du contenu en ligne. Oui, mais cette distinction-là est maintenue. Et ça aussi, le rapport a voulu maintenir cette distinction entre la fourniture de connectivité qui demeure neutre quant au contenu et les activités de contenu. Bon, techniquement, une entreprise de connectivité, comme prenons Bell, qui possède des entreprises de programmation comme Crave, ben, lorsqu'elle agit en matière de programmation, elle serait soumise aux exigences que nous venons de voir. Mais tant et aussi longtemps qu'il s'agit de fournir de la connectivité, il n'y a pas d'obligation d'intervenir ou d'agir ou de financer le contenu. Et c'est une des recommandations d'ailleurs les plus controversées, hein, parce que dans le monde de la production, il y avait beaucoup de groupes qui réclamaient que les fournisseurs de connectivité soient mis à contribution pour financer le contenu. Et le rapport n'a pas retenu cette approche. Le rapport préconise plutôt une approche par laquelle ceux qui fournissent de la connectivité doivent investir dans la connectivité. Donc, ils vont plutôt être invités, dans la logique du rapport, à investir dans des fonds pour développer la connectivité dans des régions où elle n'est pas suffisamment développée. Tandis que pour le contenu, c'est véritablement ceux qui vivent ou produisent ou présentent du contenu. Et cette distinction-là, merci de la question parce qu'elle est importante, parce que c'est une grosse distinction, puis je ne l'ai peut-être pas assez reflétée dans la présentation qu'on a ici. Autre disposition, la loi serait... ce qu'on propose aussi, c'est de mettre en place un nouveau modèle de financement, un financement qui viserait à renforcer la capacité des producteurs canadiens de négocier des ententes commerciales. Un des grands enjeux pour assurer justement la viabilité de la production autonome au Canada, c'est de prévoir des coûts d'effranche aux producteurs, éviter que les producteurs soient complètement assujettis aux volontés des diffuseurs. Traditionnellement, c'est les diffuseurs qui, dans le système, avaient le haut du pavé, puisque c'est eux qui diffusent. On est dans un monde où maintenant les fenêtres de diffusion sont démultipliées, et donc il faut faire en sorte que les producteurs soient en mesure de négocier des ententes qui leur permettent d'agir à la fois sur le marché canadien domestique et également sur les marchés internationaux. Il faut prévenir, par exemple, des pratiques par lesquelles les agrégateurs ou les curateurs utiliseraient leur position dominante pour exiger, par exemple, les droits mondiaux sur certains types de produits ou certains types de production, ce qui pourrait rendre plus difficile la commercialisation des œuvres canadiennes sur les marchés internationaux. Par ailleurs, le rapport n'entre pas dans l'idée selon laquelle les marchés internationaux peuvent tout régler. Il y a des gens qui pensent qu'il suffit de vendre à l'international, puis on va devenir tellement riche que ça va financer tout. Le rapport n'adhère pas à cette croyance-là. Un autre volet du mandat à laquelle le rapport devait répondre, c'était quoi faire pour surmonter la crise des médias de nouvelles. Vous savez sans doute que les médias d'information vivent une crise particulièrement aiguë. Au Québec seulement, la plupart des quotidiens, sauf le Devoir et les journaux de Québécois, ont vécu une faillite retentissante. Le Soleil de Québec, la Tribune de Sherbrooke, le Nouvelliste de Trois-Rivières et d'autres. Et un peu partout au Canada, les médias de nouvelles
vivent des périodes extrêmement difficiles, entre autres en raison du basculement des revenus publicitaires vers les plateformes en ligne qui captent désormais la part du lion des revenus publicitaires. Donc le rapport, le mandat que le gouvernement nous avait donné nous demandait de regarder ce qui pouvait être fait là-dessus. Ce qui est proposé dans le rapport essentiellement, c'est d'appliquer aux agrégateurs et aux plateformes de partage de consacrer une partie des redevances tirées de ces agrégateurs et de plateformes de partage, réinvestir une partie de ces revenus dans les médias de nouvelles, les médias d'information. Assurer bien sûr aussi la rémunération des créateurs de nouvelles. Dans un univers de partage, on est dans la situation paradoxale selon laquelle les revenus vont vers l'entreprise qui partage, mais qui n'investit à peu près rien pour produire les contenus, alors que ceux qui produisent les contenus reçoivent à peu près plus rien comme revenus pour justement assurer le financement de leurs activités de collecte d'informations, de journalisme, d'enquête ou ainsi de suite. Et donc, le rapport propose en quelque sorte de recanaliser une partie des revenus tirés par les plateformes de partage vers les médias d'information et bien sûr de maintenir les mesures fiscales qui ont déjà été mises en place au niveau fédéral et dans certaines provinces pour rééquilibrer l'équilibre financier finalement des médias d'information. Et bien sûr aussi, habiliter le régulateur à exiger des comptes de ceux qui valorisent ou utilisent les données massives ou l'intelligence artificielle. En fait, les revenus publicitaires sont de plus en plus tributaires de la capacité de maîtriser les données massives pour apparier l'intérêt des citoyens, des internautes, avec la demande publicitaire. Et donc, le rapport recommande d'habiliter le régulateur à jeter un œil sur ces processus et ces pratiques en matière de valorisation des données massives et fondées sur les données massives et l'intelligence artificielle et les processus algorithmiques qui sont désormais des ingrédients cruciaux dans le fonctionnement des univers médiatiques d'aujourd'hui. Le rapport se prononce également sur le diffuseur public, sur Radio-Canada. Oui, je m'excuse, j'ai un peu. Oui, c'est sur le dernier point que vous venez d'aborder par rapport aux données massives et à l'IA. Dans la perspective de la crise des médias, c'est quoi que vous aviez en tête dans qu'est-ce que le régulateur devrait surveiller ou devrait exiger comme compte par rapport à l'utilisation de ces données-là? Est-ce que c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas une discrimination dans les publicités qui sont envoyées, ou est-ce que c'est de dire, ben, c'est plus de créer une traçabilité par rapport au contenu, puis de dire, ben, le contenu provient du devoir, et donc, là, s'il y a un truc qui a été pitché par là, ben, vous devez redonner à... Est-ce que c'est plus dans une optique monétaire, c'est plus dans une optique de bien public? C'est les deux. C'est s'assurer qu'il n'y ait pas de pratiques qui sont incompatibles avec les valeurs démocratiques, donc des pratiques qui seraient discriminatoires, ou des pratiques déloyales, comme par exemple l'utilisation, ce qu'on a vu dans l'affaire Cambridge Analytica, c'est-à-dire l'utilisation déloyale des données dans le but de manipuler ou de tenter de manipuler des processus comme des processus électoraux, mais également mieux comprendre les flux de revenus qui sont générés par l'utilisation de ces procédés fondés sur des données pour assurer qu'il y a une répartition équitable de ces ressources. On est parti de l'idée que ce sont des ressources. Bon, moi j'aurais été plus loin, mais bon, c'est un groupe collectif. Moi je pense qu'on aurait dû traiter ça comme une ressource publique, parce que c'est devenu une ressource publique qui a beaucoup d'analogies avec l'air et l'eau. Mais on n'en est pas là, c'est pas ce que le rapport fait, entre ce qu'on pense faire comme individu ou ce qu'on trouve nécessaire de faire comme individu et ce qu'un groupe de 7 personnes trouve opportun. Il y a des négociations à faire, mais
il reste que le rapport reconnaît le caractère collectif de ces ressources. Et donc, le droit pour la collectivité de jeter un œil et éventuellement de revendiquer son mot à dire dans la façon dont on répartit les bénéfices. Et en ce sens-là, le rapport s'éloigne de l'approche traditionnelle en matière de données, où on voit ça comme une affaire individuelle. On a consulté à un moment donné le Bureau de la concurrence qui venait nous raconter que pour régler le problème des données, c'était pas grave, on avait juste à mettre la portabilité des données, puis les individus avaient juste à changer leurs données de place s'ils n'étaient pas contents. Alors ce modèle néolibéral complètement naïf nous est apparu complètement impraticable. C'est-à-dire ce n'est pas vrai que les gens, devant des problèmes collectifs qui pourraient résulter de l'abus des données, vont dire, ben non, moi je vais enlever mes données de chez Facebook, puis je vais aller les mettre chez Google. C'est une vue de l'esprit, finalement. Et donc, il y a dans la littérature internationale sur le sujet un certain retard et même une extraordinaire naïveté à l'égard des données. C'est-à-dire, on continue de penser que c'est une affaire individuelle. Et le rapport essaie de se démarquer de cette approche, en reconnaissant la nécessité, bien sûr, de protéger les données comme une ressource individuelle, en renforçant les lois sur la protection des données personnelles, mais en n'oubliant pas de prendre en compte la nécessité de regarder de près ce que l'on fait pour générer, lorsqu'on veut générer de la valeur avec les données. Et à ce moment-là, on les massifie. C'est plus tellement une affaire personnelle, finalement. On pourrait dire, ben, lorsque ça redevient une affaire personnelle, ben, là, les lois sur la protection des données personnelles devraient prendre le relais. Par régulateur, est-ce que vous entendez le CRTC ou plus le régulateur en général, puis c'est au gouvernement de déterminer qui... Alors, ça peut, c'est certainement le CRTC ou l'organisme de régulation habilité en vertu de la loi sur les télécoms ou de la radiodiffusion, mais ça peut également être d'autres régulateurs, puisque dans les autres secteurs d'activité, les enjeux de valorisation des données sont présents. Qu'il s'agisse du monde du voyage, mais ça, évidemment, on ne s'est pas prononcé là-dessus, là, mais dans chacun des secteurs d'activité, il est prévisible qu'il faudra habiliter les régulateurs à intervenir à l'égard des pratiques qui concernent la valorisation des données. S'agissant du... S'agissant du diffuseur public, donc Radio-Canada, CBC, le rapport propose de faire en sorte qu'il soit davantage libéré des impératifs commerciaux. Le radiodiffuseur public, dans le monde connecté dans lequel nous nous trouvons, il est plus nécessaire que jamais, explique le rapport, mais il doit être davantage audacieux, davantage libéré des contraintes commerciales, de la recherche de l'audience à tout prix. Et bien sûr, il faut renforcer son indépendance quant à son financement public. Et ça, ce n'est pas une recommandation nouvelle. Depuis presque 3/4 de siècle au Canada, on recommande que le gouvernement assure un financement stable à Radio-Canada. Alors, c'est la recommandation la moins originale, probablement, de tout le rapport, puisqu'on recommande la même chose, avec la nuance de dire qu'il faudrait que ce soit garanti et prévu dans la loi. C'est-à-dire que, pas le montant, là, mais que le financement soit protégé par la loi, de façon à le protéger des soubresauts ou des fantaisies budgétaires là, qui peuvent survenir d'une année à l'autre, pour assurer une meilleure indépendance du diffuseur public. Je crois. Oui. Est-ce que vous avez considéré des modèles de redevance européenne? Oui, c'est le modèle. Au Canada, on a aboli la redevance pour le radiodiffuseur public en 1951. À cette époque-là, ça avait été assorti d'un engagement du gouvernement de faire en sorte de financer. Mais cet engagement-là a toujours été un engagement moral, avec la main sur le cœur, avec un discours sur l'importance du diffuseur public. Et on n'a pas... finalement, il apparaissait que la redevance à l'européenne n'était pas une approche appropriée. Pour plusieurs raisons. La redevance européenne est, dans beaucoup de pays, fondée sur les appareils possédés. Or, de plus en plus, l'univers de la diffusion d'émissions passe par une multitude de dispositifs
Et on n'était pas convaincu de la viabilité d'une redevance qui aurait été fondée sur la possession d'appareils ou une redevance collectée lors de l'acquisition d'un appareil. C'est ça, si on enlève les impératifs commerciaux, on vise à aller vers la BBC, mais on pourrait se référer au PBS aussi, si le gouvernement n'ajoute pas d'argent dans le... Absolument. C'est pour ça que cette recommandation-là, elle a été formulée en disant ben, elle est conditionnelle à un financement garanti et stable du diffuseur public. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a même des garanties constitutionnelles qui pourraient être invoquées pour s'opposer à des politiques qui ne tiendraient pas compte du mandat. En fait, ce que la recommandation du rapport prévoit, c'est de faire en sorte que si le gouvernement veut changer ou modifier le financement, bien, il doit indiquer quelle partie du mandat on va retrancher. Ce que le gouvernement n'a jamais voulu faire, évidemment, c'est toujours de dire, en fait, c'est la croyance sur laquelle on peut faire ce qu'on faisait avec 100 $, on peut le faire avec 20 parce qu'il s'agit de faire plus avec moins. Alors, c'est ce genre d'approche qui a souvent été, qui a tenu lieu finalement de justification lorsque ça a été le temps d'assurer le financement des services publics. Alors, l'approche qui est préconisée, c'est de dire qu'il faudrait que la loi fasse en sorte que le gouvernement, lorsqu'il décide de moins financer le diffuseur public, mais en même temps explique ce qui devrait être retranché dans le mandat. Par exemple, le mandat de desservir dans les 2 langues officielles. Le rapport observe aussi que le Canada est un des pays qui, per capita, dépense le moins pour sa radiodiffusion publique. Hein. On est parmi le dernier tiers des pays, par tête d'habitant. Or, on a un service qui est supposé fonctionner dans les 2 langues officielles, desservir les peuples autochtones, assurer la desserte dans des régions qui ne sont pas toujours faciles, loin de là, à desservir. Et donc, le rapport dit qu'il est temps de se rendre compte qu'on ne peut pas avoir un financement, un service public sans un financement. Ça semble évident du côté francophone, parce qu'au Québec, l'appui à Radio-Canada est très élevé, mais en dehors du Québec, vous savez, du côté anglophone, là, CBC, il y a des gens qui mangent du CBC comme nous, on mange notre prochain, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très critiques à l'égard de CBC. Alors, on voit moins ça du côté francophone. Alors, bon, pour le financement stable, ben, c'est ça, c'est cette obligation là, de prendre des engagements de financement d'au moins 5 ans qui sont rattachés au mandat. Et donc, ça, c'est la principale recommandation. Dans le public, on a retenu le seul bout de la recommandation qui dit d'enlever la publicité à la télé, mais si on lit le rapport, on s'aperçoit que c'est une recommandation qui est liée à un financement stable. On se dit, le financement stable et la contrepartie, évidemment, c'est le retrait graduel de la publicité pour affranchir le diffuseur public des impératifs commerciaux qui sont associés à la publicité. S'agissant du droit à la connectivité, donc on est dans l'univers de la connectivité, donc davantage du côté de la télécommunication, si on veut. Le rapport propose de garantir et d'enchasser dans la loi l'objectif de service universel, et donc sous la forme d'un droit de tous les Canadiens à une vie connectée, donc avec des services accessibles et abordables, des services à large bande, accessibles et abordables. Et pour financer ce droit à la connectivité, ben, tous les fournisseurs de services de communication électronique, y compris les fournisseurs de services Internet, y compris les fournisseurs de services Internet non canadiens, qui pourraient éventuellement participer au marché, ben, doivent participer proportionnellement en contribuant au fonds du développement de la large bande. Donc des entités, autrement dit, les entités semblables doivent être assujetties à des obligations semblables. Et ceux qui donnent dans la connectivité doivent contribuer au développement de la connectivité, notamment dans les secteurs où cette connectivité n'est pas commercialement viable. L'autre enjeu également, c'est au niveau de l'abordabilité.
ce sont des débats très récurrents au Canada à l'abordabilité des services de télécommunication. Ce qui est recommandé d'abord, c'est que le CRTC se donne les moyens de mesurer l'abordabilité. À l'heure actuelle, le CRTC s'empiète un petit peu sur l'aspect proactivité que devrait avoir le CRTC. Le CRTC s'en remet finalement aux études des entreprises, aux analyses des groupes de pression. Ce qu'on recommande dans le rapport, c'est que le CRTC se donne les moyens de monitorer les marchés de façon sérieuse et de façon indépendante des intérêts des uns et des autres pour mesurer véritablement les enjeux relatifs à l'abordabilité des services de télécommunication. Il est également recommandé que lorsque le CRTC considère que la concurrence est suffisante pour assurer les équilibres et le respect des objectifs, bien que le CRTC ne s'en tienne pas simplement à dire à un moment donné « Ah, il y a la concurrence, donc on déréglemente, puis on s'en occupe plus ». Ce que le CRTC a fait depuis 20 ans, ils ont des ralentis des affaires, puis ils n'ont même pas de données sur ce qui se passe. Ils ne sont même pas capables de savoir si il est vrai que la concurrence a livré les résultats qui en étaient attendus. Et donc, il est proposé que la loi exige de façon beaucoup plus clairement que le CRTC surveille et évalue l'état de la concurrence. Et s'il s'aperçoit que la concurrence ne livre pas les résultats, qu'il soit en mesure de revenir à des mesures pour rétablir les équilibres. Autrement dit, il s'agit en quelque sorte d'une recommandation pour abandonner ce qu'on pourrait appeler les croyances quasi-religieuses à propos de la concurrence. C'est-à-dire, il existe, dans la loi actuelle sur les télécommunications, il y a une espèce de croyance selon laquelle la concurrence serait en elle-même bienfaitrice et livrerait les résultats attendus. On a les chiffres qu'on a examinés, puis les analyses qu'on a faites nous ont convaincus que ce n'est pas aussi évident que ça. Et il faut par conséquent que l'organisme soit beaucoup plus proactif pour véritablement vérifier activement l'état de la concurrence. La concurrence, donc, c'est bien, tant mieux si elle fonctionne, mais il faut être capable de reconnaître que parfois elle ne fonctionne pas et qu'à ce moment-là, il faut des mesures pour assurer justement les équilibres. On parle également d'un droit à un Internet libre et ouvert. C'est une recommandation centrale du rapport. Bon, il y a certains commentateurs, dont Michael Geist à Ottawa, qui dit que le rapport met en péril la neutralité d'Internet. J'avoue que j'ai tombé complètement en bas de ma chaise quand j'ai lu un commentaire pareil, parce que le rapport insiste pendant de longues pages sur l'Internet libre et ouvert, sur la neutralité d'Internet, et il insiste sur la nécessité d'enchasser dans la loi un principe beaucoup plus clair que celui qui existe actuellement, qui est essentiellement un principe de contrôle de la discrimination injuste. C'est par ce truchement-là que le CRTC a développé une politique que l'on assimile à la politique de neutralité d'Internet. Alors là, c'est plutôt, ce qui est proposé, c'est d'insérer dans la loi un objectif explicite qui affirme le droit des utilisateurs à un Internet ouvert qui permet l'accès à tout contenu licite, partout, en tout temps, pour garantir effectivement cette neutralité d'Internet et même renforcer les pouvoirs du CRTC pour protéger l'accès à cet Internet ouvert, assurer que les usagers ont le droit à un Internet donnant accès à tous les contenus licites, un droit de distribuer, d'utiliser, de fournir des applications ou des services, utiliser les équipements terminaux de leur choix. Donc, un droit à une véritable connectivité à un Internet ouvert et libre, donnant accès à tous les contenus licites. Évidemment, il y a des gens qui pensent que quand on applique la loi puis qu'on veut bloquer des contenus illicites, c'est une violation de la neutralité d'Internet. Le rapport recommande plutôt de retenir une notion de la neutralité d'Internet qui dit que c'est les contenus licites. On imagine mal qu'une loi puisse garantir le droit d'accéder à des contenus qui sont contraires à la loi. Moi, enfin, il n'y a personne dans le monde qui préconise ça, là, en tout cas, aucun pays dans le monde. Mais il y a des gens qui continuent de dire ça. Des fois, ils se disent ça viole une loi, mais c'est pas grave, l'Internet, on pourrait y accéder quand même. C'est pas ce que le rapport recommande. Le rapport, comme je l'avais commencé à le mentionner,
prévoit de renforcer les mesures relatives à la vie privée. Alors, essentiellement, c'est d'insérer dans la loi sur la radiodiffusion et les télécommunications des dispositions beaucoup plus précises pour garantir que les fournisseurs de services régis par la loi sur les télécoms ou la loi sur la radiodiffusion soient tenus à des obligations beaucoup plus strictes en matière de protection de renseignements personnels et de vie privée. Donc, une réglementation sectorielle qui viendra en quelque sorte compléter la réglementation générale que l'on retrouve dans la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels. Et le rapport recommande de mettre à niveau la législation canadienne sur le renseignement personnel aux standards mondiaux, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les principes constitutionnels au Canada. Donc, au plan individuel, mais également, comme je l'avais mentionné tout à l'heure suite à une question, la régulation des pratiques fondées sur l'intelligence artificielle et les mégadonnées. Donc, habiliter l'organisme de réglementation à recueillir, exiger des renseignements sur les pratiques des entreprises qui utilisent des mégadonnées. Mais le rapport reconnaît également que, comme on l'a mentionné tout à l'heure, que ça transcende la portée des lois sur les communications. Ça concerne l'ensemble des secteurs d'activité. Et donc, le rapport appelle à une action urgente de concertation entre les instances gouvernementales au niveau fédéral, mais également les instances provinciales, les gouvernements provinciaux qui ont bien sûr juridiction dans beaucoup de matières qui impliquent l'utilisation des mégadonnées. Donc, essentiellement, il y a un appel dans le rapport à plus de concertation pour justement mieux encadrer les pratiques à l'égard des mégadonnées. Et ce qui va avec l'intelligence artificielle, les processus algorithmiques, les processus d'analyse sur lesquels maintenant se fonde presque complètement l'industrie publicitaire, par exemple. En ce qui a trait au contenu préjudiciable, au deepfake, je pense toujours à notre collègue Nicolas Vermees, qui est un grand expert du deepfake, mais un expert, il ne fait pas du deepfake lui-même, mais il nous en parle toujours avec passion. Mais alors, les fausses nouvelles, la désinformation. Alors là, le rapport recommande une concertation, une coordination avec les autorités provinciales et territoriales et recommande également de revoir la législation sur la responsabilité en matière de contenu et de comportement préjudiciable. Ça relève bien sûr aussi bien du niveau fédéral, il y a des dimensions de droit criminel là-dedans ou de droit de la concurrence, mais aussi des dimensions provinciales, responsabilité civile, par exemple la pornographie de revanche, ça a à la fois des enjeux civils et des enjeux criminels, et donc ce type de contenu, ce type de pratique nécessite une action beaucoup plus concertée que ce qui a jusqu'à maintenant prévalu. En fait, le rapport essaie de recommander des approches qui permettrait de remédier à cette contradiction dans l'action étatique. Les États essaient de réglementer un monde de plus en plus interconnecté et de plus en plus en réseau et sans frontières, mais avec du droit qui est sectoriel, hein, dans une loi, dans un ministère, dans un organisme. Et donc, les États doivent apprendre aussi à modifier leur façon d'approcher les questions, de manière à refléter le caractère de moins en moins en silo des enjeux. Mais les ministères et les lois sont encore conçus comme des silos. Hein, et ça a été un gros débat qui figure peut-être pas dans le rapport, mais on a eu beaucoup de discussions dans nos travaux là-dessus. Parce que on se dit toujours, mais il faut définir. Mais si on définit, on risque de rendre extrêmement difficile l'application à des lois, à des activités qui peuvent très facilement échapper aux définitions. Et une des pistes qui a été mise de l'avant, c'est justement de renforcer la concertation, de renforcer également l'activité canadienne au niveau international pour intervenir dans les forums internationaux où souvent ces matières-là se discutent. Ce qu'on a constaté, c'est qu'au cours des 20 dernières années au Canada, on s'est beaucoup retiré de ces forums-là et c'est très dommage finalement. S'agissant maintenant du déploiement des réseaux,
il y a tout un enjeu qui concerne aussi bien l'aménagement du territoire que le développement des réseaux en tant que tels. Les réseaux 5G, par exemple, vont devoir être installés sur toutes sortes d'installations, qu'il s'agisse des abribus ou les bancs de parc ou n'importe quel. Et donc, il faut rénover et rendre beaucoup moins rigides les mécanismes par lesquels les entreprises peuvent installer des réseaux et les infrastructures qui permettent de les soutenir. Alors, ça implique des négociations avec les municipalités, avec les gouvernements locaux, les autorités provinciales. Et ce que le rapport recommande, c'est de renforcer les mécanismes de concertation. Et évidemment, en droit constitutionnel canadien, si jamais il y a un conflit entre une autorité locale et une entreprise de télécommunications, c'est le CRTC qui a le dernier mot. Mais le rapport préconise que le CRTC utilise ce pouvoir essentiellement dans un but de garantir que les infrastructures qui servent à installer des réseaux de télécommunications ne soient pas partagées à des conditions discriminatoires contre les services de télécommunications. Concrètement, on a été beaucoup préoccupés par des pratiques de certaines entreprises provinciales comme Hydro-Ontario qui veulent faire financer leur réseau par des entreprises de télécom. Alors, on veut avoir on fait financer les poteaux par les entreprises qui se connectent dessus. Alors, le CRTC aurait un pouvoir d'assurer le partage non discriminatoire des réseaux. Mais c'est un enjeu important qui concerne aussi bien l'aménagement du territoire que le développement des réseaux de télécommunications. Et donc, l'approche du rapport, c'est de plus de concertation. Oui. Mais dans le cas de l'Hydro-Ontario, par exemple, comment vous avez réglé la question de compétence? Parce qu'il y a un problème de compétence qui se pose. La Cour suprême a dit que l'Hydro-Ontario n'était pas de compétence du CRTC, était de compétence provinciale dans un cas comme celui-là. Avez-vous répondu à cette question-là? Oui, on y a répondu en prenant la position que les infrastructures, dans la mesure où les infrastructures servent à des fins, à l'exploitation d'entreprises de télécommunications, ces infrastructures-là peuvent être l'objet de législation fédérale. Et lorsque l'autorité comme Hydro-Ontario accepte de transiger et de partager son réseau, ce réseau devient en partie fédéral et l'autorité fédérale aurait, selon l'analyse que nous avons faite, le pouvoir d'imposer des conditions qui ne sont pas discriminatoires. Non pas d'exproprier le réseau ou de prendre le réseau, mais de dire si vous voulez partager avec une entreprise de télécom, vous ne pouvez pas pratiquer un financement pour assurer le partage qui fait en sorte que l'entreprise de télécom paye plus que ce que les autres payent finalement. Et c'est de cette façon-là qu'on a réglé l'approche. Mais la Cour suprême avait tranché un peu à l'inverse de ça. Est-ce que je me trompe? C'est pas la lecture qu'on a faite de la décision de la Cour suprême. L'analyse qui a été... on a commandé 2 analyses d'ailleurs sur ça. Et une qui n'était pas très bonne, là, mais que je ne nommerai pas. Et une autre qui finalement disait que il y a un raisonnement qui n'a pas été écarté par la Cour suprême, qui fait en sorte qu'à partir du moment où fonctionnellement l'infrastructure est utilisée à des fins de télécommunication, là l'autorité fédérale s'applique et le jeu de la prépondérance fédérale prend le dessus. Et c'est cette position-là qu'on a retenue pour faire les recommandations. Mais au-delà de ça, ce que le rapport dit, c'est qu'il faut surtout s'assurer que les autorités, quelles qu'elles soient, se concertent et agissent de façon, en tenant compte du fait que tout ça, c'est le public en général qui risque de faire des frais d'un système par lequel les infrastructures ne seraient pas partagées de façon optimale. Une autre recommandation aussi, c'est d'interdire les accords d'exclusivité pour les infrastructures. Éviter qu'un possesseur d'infrastructure ou une ville
comme la ville de Toronto dans son projet avec Google, littéralement s'inféode à un fournisseur de télécommunications et ça prive les autres d'accéder au réseau. Alors voilà des pratiques qui, dans la logique du rapport, ne devraient pas être tolérées. On parle également de simplifier l'approbation en matière, les règles d'approbation en matière d'équipement, en matière de vie privée. Il y a même une recommandation qui concerne un certain nombre de réglages par défaut des appareils qui devraient ne pas être discriminatoires ou ne devraient pas mettre en péril la libre concurrence. Et bien sûr, assurer une approche plus dynamique en matière d'assignation du spectre des radiofréquences, notamment pour des services mobiles qui sont devenus des enjeux importants. Enfin, la dernière partie du rapport parle d'une réglementation proactive. C'est là que tout le défi se retrouve finalement. Il faut que le CRTC cesse d'être un tribunal administratif qui attend que les gens viennent plaider devant lui et devienne un organisme de régulation véritablement proactif, doté de capacités sérieuses et importantes de recherche, d'analyse, capacité d'effectuer par lui-même et de façon autonome le suivi des marchés, prendre proactivement les mesures nécessaires. Bref, un CRTC beaucoup plus actif que ce que l'on a connu, notamment au cours des 2 dernières décennies, où là c'était plutôt pathétique finalement. On parle également, il y a des recommandations pour encourager la participation des groupes d'intérêt public aux procédures réglementaires, en renforçant la capacité et les moyens mis à disposition des groupes d'intérêt public. Ça permet d'augmenter la proactivité du système réglementaire. Le système réglementaire pourrait être moins cet exercice par lequel les grosses entreprises qui ont beaucoup d'intérêt peuvent avoir une influence. Il faut s'assurer qu'il y ait une influence plus grande des groupes d'intérêt public, c'est-à-dire les groupes de défense des consommateurs et des autres groupes de même nature. Et donc, il est question également d'alléger le CRTC et de compenser le fait qu'il y aurait moins de commissaires régionaux par le renforcement des comités consultatifs sur l'intérêt public qui regrouperaient des personnes représentant une plus grande diversité d'intérêts. On parle également de renommer le Conseil des communications canadiennes. Et le rapport, enfin, prévoit des actions immédiates. Par exemple, il n'y a rien qui empêche, on n'a pas besoin de modifier les lois pour accélérer le financement de la connectivité à large bande. Le gouvernement pourrait le faire s'il le souhaite. Également, le gouvernement pourrait utiliser les pouvoirs qu'il possède déjà en vertu de la loi sur la radiodiffusion pour demander au CRTC de rescinder son ordonnance par laquelle il exemptait sans réelle condition toute activité qui se déroule sur Internet des exigences de respecter la loi sur la radiodiffusion. Alors le CRTC pourrait rapidement, si telle était la volonté du gouvernement, pourrait modifier cette ordonnance d'exemption justement pour faire en sorte de rétablir là, une obligation pour les curateurs de contenu, les entreprises qui actuellement échappent à toute obligation réglementaire. Et bien sûr, le rapport, il y a quelques lignes seulement, appliquer équitablement la fiscalité. Il n'y a absolument aucune justification pour excuser ou exempter des entreprises de l'obligation de payer des taxes de vente ou de percevoir des taxes de vente. Alors, ça pourrait être fait. Enfin, les indications qu'on a, c'est que ça pourrait être fait assez rapidement. Alors voilà, pour consulter le rapport, ben, les liens sont là. Et pour consulter cette série de diapos, ben, il faut aller à pierretrudel.net où j'ai mis le fichier PDF. Question? Je ne sais pas, j'ai peut-être été un peu là.